Paolaza Sancho, un Basque d'Espagne, est détenu depuis plus de 15 mois sous la foi d'un mandat émis par la Cour de sécurité nationale d'Espagne. Un mandat qui allègue qu'il aurait participé à des complots qui n'ont pas été exécutés par l'ETA, groupe reconnu comme terroriste en Espagne. Ce mandat, le mandat même dit qu'il est basé, premièrement, sur les déclarations de Mme Ana Belén Egues Gurruchaga. Cette dame a fait des déclarations dans les donjons de la garde civile à Madrid en novembre 2001. Vous avez dans le kit de presse la page de sa déclaration où elle a paraphé la photo de M. Paolaza Sancho. Essentiellement, c'est ça la preuve contre lui, parce que tout le reste, c'est de la devinette. Devant le commissaire de la section immigration, nous avons présenté, à l'encontre de ce mandat, les déclarations de Mme Egues pour établir que c'est bel et bien elle qui l'a dénoncé. Le procès verbal devant l'audience nationale où elle a refusé de confirmer les déclarations faites dans les donjons, où elle refusait de voir le médecin du tribunal parce qu'elle disait que ça faisait déjà quelques jours qu'elle n'avait pas été battue. Et la plainte formelle qu'elle a faite quelques semaines plus tard, quand elle a pu finalement parler avec son avocat. La plainte pour torture qu'elle a déposée devant les tribunaux en Espagne. Sur cette base-là et sur la documentation qui vient des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, d'Amnesty International et de nombreuses autres organisations, nous avons pu établir qu'il était raisonnable de croire que ces déclarations de cette dame, où elle dénonçait M. Paolaza Sancho, avaient été obtenues sous la torture. Malheureusement, le commissaire a aussi déterminé qu'il y a une doctrine au Canada que les documents qui viennent d'un gouvernement étranger sont présumés valides. Et puisqu'on alléguait dans le même document, pas d'autres preuves, mais dans le même document, qu'il y avait d'autres sources, il a dit, bon, mais il y a peut-être d'autres sources. Donc, c'est pas un document qui vient de la torture, donc je l'accepte, donc il est valide, et c'est pour ça que M. Paolaza continue d'être détenu et qu'on considère qu'il est membre de l'ETA. C'est, comme je vous dis, cette photo paraphée par cette dame-là. J'ai demandé à la Cour fédérale de reviser cette décision. Ils ont refusé sans motif. J'ai demandé à la Cour supérieure, avec un habeas corpus, de reviser cette décision. Ils m'ont répondu que les gens détenus par l'immigration, malgré l'article 10C de la Charte canadienne des droits et libertés qui dit que chacun qui est détenu, everyone en anglais, a droit à l'habeas corpus, les immigrants n'ont pas le droit à l'habeas corpus. C'est une aberration, mais c'est apparemment l'état du droit au Canada. Ce qui reste, et ce pourquoi il n'est toujours pas parti, c'est parce que toute personne qui est sujette à renvoi a le droit de présenter une demande d'évaluation des risques avant renvoi. Dans son cas, il doit prouver qu'il est probable qu'il sera torturé s'il est retourné en Espagne. On a refusé cette demande-là jeudi passé. Et c'est depuis ce moment-là qu'il est en grève de la faim à la prison de RDP, de Rivière-des-Prairies, où il est détenu depuis juin de l'an dernier. C'est ça actuellement la situation de M. Paolaza. Nous allons demander d'être entendus à la Cour fédérale pour empêcher son renvoi. On sera entendu probablement la semaine prochaine. En Espagne, ça c'est documenté. C'est très, très documenté. On a présenté des kilos de documents. Le Comité contre la torture de l'ONU a fait de nombreux rapports sur l'Espagne où il les condamne pour la torture. Il recommande une série de mesures à prendre pour empêcher la torture. L'Espagne, plutôt que d'appliquer ses propositions, répond que c'est toutes des faussetés, que c'est toutes des mensonges, que c'est des inventions de l'ETA. Donc les rapports subséquents se concentrent du rapporteur spécial du Comité contre la torture et du Comité européen pour la prévention de la torture, qui est du Conseil de l'Europe, et
de rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Tous, après ça, se sont concentrés sur des cas qui ne sont pas des Basques, pour prouver qu'en dehors des cas supposément faussés par des gens reliés à l'ETA, qu'il y a de la torture pour des gens qui ne sont pas de l'ETA. Donc, qui ne sont pas instruits par l'ETA, qui doivent dénoncer la torture, même s'ils n'ont pas été torturés. Malgré ça, l'État espagnol continue à nier l'existence de la torture dans leur pays. Pas chez nous. Pas chez nous, il n'y en a pas. Qu'est-ce que ça vous dit sur le Canada, sur la... Ça me dit que, vous voyez, en juin 2007, 10 jours avant, une semaine avant l'arrestation de mon client, il y a eu une conférence à Ottawa, organisée par la Cour fédérale du Canada. On sait que la Cour fédérale du Canada, c'est la Cour de sécurité nationale au Canada. Toute question de sécurité doit être décidée par la Cour fédérale. La Cour supérieure, qui est la Cour de la Reine, ne peut pas toucher à les questions de sécurité nationale, elle doit les envoyer à la Cour fédérale. Donc la Cour fédérale organise une conférence qui s'appelle « L'administration de la justice et la sécurité nationale dans les démocraties », où on a invité Antonin Scalia, fameux comme défenseur des droits humains à la Cour suprême des États-Unis. On a invité le juge en chef de la Cour suprême de l'Israël, qui est connu pour leur définition de ce qui est torture et pas, pour permettre la torture limitée, disons, des Palestiniens. On a invité le procureur du Grand Tribunal de Paris chargé des poursuites des terroristes. On a invité des juges d'Angleterre, un juge du Pays-Bas et Balthazar Garzón, qui est grand inquisiteur, moi je l'appellerais parce que c'est la charge qu'il occupe dans le système inquisitoire. On appelle ça un juge d'instruction aujourd'hui pour le tribunal antiterroriste, le tribunal de sécurité nationale d'Espagne. C'est justement un mandat de ce tribunal de sécurité nationale d'Espagne, l'audience nationale, qu'on attaque en disant qu'ils ont utilisé, ils ont repris des faits obtenus sous la torture, ils les mettent dans leur mandat et le Canada s'en sert sans qu'on nous permette d'aller derrière le mandat comme si c'était une lettre de cachet. Pourquoi c'est une lettre de cachet? Pourquoi on la traite comme une lettre de cachet? Est-ce que c'est une courtoisie entre tribunaux de sécurité nationale, entre celui du Canada et celui d'Espagne? C'est des questions dérangeantes pour moi. On est ici pour souligner que, d'abord, notre désaccord avec la décision de l'erreur et avec tout le processus. D'abord, le processus, comme vous expliquait Maître Sloan, ça passe devant le comité de l'immigration et sans appel. Il n'y a aucun droit, il y a une existence totale d'un droit d'appel en matière d'immigration dans ces cas-là. La seule issue que l'avocat peut avoir, c'est d'aller à la Cour fédérale, mais encore là, ce n'est pas un appel, et avec des conséquences que l'on connaît qui peuvent être très graves. Par ailleurs, pour ce qui est des mauvais traitements et de la torture, de toute l'évaluation de l'erreur que j'ai lue, j'en comprends que l'erreur estime qu'il n'y a que des possibilités aléatoires de torture dans le cas de Monsieur Sancho. Je peux être en désaccord avec ça. Parce que même à la lecture de l'erreur, on voit des éléments qui sont très inquiétants. Entre autres, il y a le fait que, comme le soulignait le Maître Sloan devant l'erreur, que monsieur est présumé membre d'une cellule de 15 personnes. Il y a 2 personnes qui sont arrêtées, lui il est la 3e, je crois. Il en reste 12 autres personnes. Donc, ce monsieur-là, le monsieur Sancho, s'il est renvoyé, il risque de devenir un élément très important de source de renseignement pour l'État espagnol, ce qui augmente le risque de torture, ce qui augmente le risque de mauvais traitement. Parce qu'il faut savoir que tous les actes terroristes auxquels il serait relié sont toujours sous enquête. Donc l'enquête continue et c'est dans ces cas-là spécifiquement où on voit le plus de mauvais traitements pour aller soutirer de l'information. Qu'il soit ou non membre de la cellule, on risque de vouloir soutirer de l'information. Un autre élément qui est inquiétant, c'est ce qu'on appelle la dispersion ou les transferts des prisonniers basques. À l'intérieur de l'État espagnol, il y a une politique depuis des années de transfert continuel des prisonniers basques accusés de terrorisme, et on les transfère continuellement d'une prison à l'autre, ce qui d'une part augmente le risque de mauvais traitement
et diminue ou rend très aléatoire la capacité de suivi de ces prisonniers-là. Autrement dit, on a beau faire des mesures, parce que le gouvernement espagnol s'est engagé devant la Commission européenne et devant l'ONU d'établir un mécanisme de surveillance des conditions des détenus, ce qu'on appelle le protocole Garzón. Sauf que même l'ONU, d'ailleurs, reconnaît que ce protocole-là n'a pas été appliqué en réalité de façon générale et systématique pour tous les détenus. C'est ce qui nous inquiète actuellement. C'est tout, à la fois le processus légal d'immigration et à la fois le peu de garanties judiciaires qu'on accorde à la protection contre la torture en Espagne actuellement pour ce genre de prévenus. M. Sancho a entamé une grève de la faim. Qu'est-ce qu'il a, avec quelle intention, ou qu'est-ce qu'il a, c'est ça. Donc, revenir peut-être un peu comme tu l'avais dit tantôt sur les intentions de Monsieur Apalaza Sancho a été informé jeudi du refus de l'ERAR, l'évaluation des risques avant renvoi, donc d'une déportation imminente. Il a entamé une grève de la faim jeudi, le même jour. Le lendemain matin, vendredi, il a été mis dans une petite cellule d'isolement à l'infirmerie de Rivière-des-Prairies. Une cellule de 1 mètre par 3 mètres environ, où il est privé de ses lunettes, de ses livres, de journaux. Il est enchaîné, il y a de la merde et du sang sur les murs. Pour protester contre ça, il a commencé une grève sèche. Il ne buvait pas d'eau. Je lui ai parlé, mon associé Maître Will lui a parlé. Il nous a dit qu'il arrêtait sa grève sèche parce que c'est trop dangereux. Il disait RDP vaut pas de me tuer. Donc c'est ça la situation. J'aimerais ajouter un élément, ce que j'ai oublié, parmi les éléments qui soulèvent notre inquiétude à la Ligue, c'est la fameuse politique de détention secrète, détention incommunicado. C'est un des rares pays d'Europe, sinon le seul, à ma connaissance, l'Espagne est un des rares pays d'Europe qui applique une politique de détention secrète qui peut aller jusqu'à 18 jours. Et c'est dans ces cas-là, souvent, qu'on voit le risque, sinon de torture généralisée, sinon de bavure. Parce que la personne n'a pas le droit à l'avocat de son choix, la personne est incommunicado et ne peut pas communiquer à ses proches. Et en plus, on ajoute à ça la politique de transfert. Alors, c'est un autre des éléments qui soulève notre inquiétude. Quand on vous montre ceci, cette personne-là avec le sac de plastique sur sa tête, c'est parce que vous avez entendu parler du waterboarding aux États-Unis, qui est une façon d'asphyxier les gens pour simuler la mort. Ça laisse les personnes dans un état complètement détruit. En Espagne, ils n'utilisent pas le waterboarding, ils utilisent ce qu'ils appellent la bolsa, le sac. Une personne est attachée après une chaise comme ça, on met le sac sur leur tête, on le resserre autour du cou, juste assez pour couper l'air, et ça prend pas longtemps que la personne s'asphyxie. Le cerveau, même si on sait qu'ils vont probablement nous ressusciter, qu'ils sont pas là que c'est pas pour nous tuer, le cerveau ne sait pas la différence. Quand il manque d'oxygène, ça fait des free games totales dans le cerveau. Et quand la personne reprend conscience, elle est complètement désorientée. Si on lui fait ça à répétition, et c'est ce qu'ils font en Espagne. À tel point que même les gens qui savent ce que c'est, la menace, juste tenir le sac devant eux, leur dire « Tu veux le sac? Tu le veux le sac? Tu le veux? » C'est une menace comme une menace de mort. Et ça ne laisse pas de marque.